Bonjour et bienvenue sur ce nouveau rendez-vous du 7K. C'est des rendez-vous où nous allons interviewer des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Et aujourd'hui, on reçoit Nathalie Lanier, réalisatrice et productrice, et surtout créatrice de la société de production Les Films de la Robe Rouge. Nathalie, bonjour. Bonjour Sylvain. Aujourd'hui, on va surtout parler plutôt de ton métier de productrice, ce qui nous intéresse. On a reçu la dernière fois un réalisateur, donc aujourd'hui, on va plutôt s'axer là-dessus. Mais avant ça, Lou, on présente le 7K. Tout à fait. Alors du coup, nous sommes Sylvain et Lou. Nous sommes adhérents au sein de l'association 7K, qui est une association qui regroupe des passionnés d'audiovisuel, passionnés de cinéma. Et avec l'association, on réalise des courts-métrages amateurs sur notre temps libre. On fait tout ça entièrement bénévolement. Et parmi le 7K, du coup, on est pas mal d'adhérents où on se pose des questions. Est-ce que certains auraient peut-être envie de se professionnaliser? Et on se demande notamment, c'est quoi le métier de producteur? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a plein de questions là-dessus. Et en plus de ça, comme on est en live, si on a des personnes qui nous regardent actuellement, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat et on va essayer de les relayer, les poser des questions, pour transmettre vos questions à la fin de cette interview. Et du coup, la première question, on vient de l'aborder. Oui. Nathalie, être productrice, c'est quoi? Alors, producteur de films, c'est déjà d'abord, il faut avoir une société de production avec des statuts déposés et un code NAF. Alors, vous avez plusieurs possibilités de code NAF. Le mien, c'est le 5911C, c'est-à-dire la production de films pour le cinéma, dans laquelle vous pouvez produire du court-métrage. La mienne, c'est une SAS à 10 000 € de capital, donc court-métrage. Et si vous voulez produire du long-métrage, il faut 46 000 € de capital, c'est un petit peu plus, donc étendre votre capital. Déjà, c'est ça, dans un premier temps. Ce qui est déjà un investissement important. Outre la passion, aussi des sous. Ensuite, ça va dépendre de quel secteur vous avez choisi. Alors, est-ce qu'il y a un secteur qui vous intéresserait plus que d'autres? Bon, au secteur. Quand même, plus le cinéma, c'est plus ce qu'on essaie. C'est plus de la fiction. Oui, plus de la fiction qu'on produit aussi. Donc je pense que c'est plus ça qui nous intéresse. Ouais. D'accord. Ça tombe bien parce que moi j'adore le court-métrage. Je trouve ça magnifique, le court-métrage, parce que les films sont courts, mais on peut faire vraiment des bijoux parce que justement c'est pas trop long. Et j'aime beaucoup. C'est un endroit où on peut expérimenter énormément de choses. Donc, producteur de court-métrage, c'est un producteur, réellement. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un autre producteur que je connais bien. Réellement, je pense que quand vous êtes producteur, vous êtes le premier spectateur du film à la lecture du scénario. Un bon producteur doit être capable, à la lecture d'une idée ou d'un scénario, de se dire quel est le potentiel de ce film. Est-ce que quand je lis ce film, je le vois exister dans le paysage cinématographique français? Et si oui, quelle place il va occuper? Et dans la société contemporaine, est-ce que ce film, je le vois exister? Ça, c'est majeur. Donc pour ça, c'est bien d'avoir réalisé des films avant. C'est bien d'avoir de la culture cinématographique. Forcément. C'est bien d'avoir cette imagination où vous allez vous projeter à l'intérieur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose d'un bon producteur, c'est savoir qui il est. Exactement. Ça, c'est qui il est, c'est-à-dire ce qu'il peut faire avec sa société et les limites que sa société aura. C'est-à-dire qu'une société comme la mienne, par exemple, ne peut pas produire de long métrage aujourd'hui. D'accord? Parce que son capital est de 10 000 €. Par contre, ce que je peux faire, c'est lire un scénario de long métrage et dire, grâce justement aux connaissances que je vais avoir de mon métier, moi je ne peux pas le produire, mais par contre, on peut rentrer en coproduction et à mon avis, ce projet-là, il est pour telle société et tel diffuseur à tel endroit. Très bien. Donc, du coup, vous êtes au courant de tous les autres sociétés de production qui sont aussi dans le milieu en France pour pouvoir aiguiller. Je suis de plus en plus informée sérieusement de ce que font mes confrères. D'accord. Et pour moi, l'art de la production, c'est d'être capable de retenir un projet et de
de le faire évoluer pour qu'il trouve encore plus de financeurs. D'accord. D'accord. Un bon producteur ne met pas d'argent personnel dans les films. D'accord, ok. Il ne met pas d'argent personnel dans les films. Il va en chercher. Il va en chercher. Et même s'il en a, il doit résister, selon moi. Absolument résister. D'accord. Parce que le fait de chercher l'argent va lui permettre de réfléchir à sa cible, de réfléchir à ses investisseurs et à se dire, ben, là, je vais aller voir une société qui va ensuite aller voir une banque spécialisée dans le cinéma. D'accord. Il va y avoir un enjeu, il y a des enjeux d'emprunt. Bon, il faut que le scénario, que le projet ait fière allure. Ouais. Donc chercher de l'argent, ça vous permet d'améliorer vos projets. Tout simplement. Juste pour qu'ils puissent être suffisamment présentables et donner envie à finalement à des banques. Ouais, des banques ou des financeurs. Voilà. Mais en réalité, ce qui est formidable dans les métiers de la production, c'est que ça vous permet finalement de réfléchir à votre projet en profondeur. Pourquoi je fais ce film? Pourquoi j'ai envie qu'il existe? D'accord. Et souvent, quand les réponses ne sont pas carriéristes, quand c'est une vraie réponse, quand c'est parce qu'on a une vraie idée de sujet intéressante, et là, ça devient intéressant. Oui, il faut aussi que le producteur soit convaincu par le projet qu'il porte, plus que juste je prends et puis ça me fera, comme tu dis, soit un boost pour ma carrière ou une ligne dans le CV. En plus, j'ai produit ce film-là. Non, il faut déjà avoir un premier temps, voilà, cette conviction sur le projet. J'ai envie de le défendre avec le réalisateur, plus que juste je prends un projet parce que c'est cool, ou de manière un peu. Oui, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de profond dans le choix, dans la raison d'être de ce film. Mais moi, j'irai encore plus loin. C'est que très souvent, par exemple, un réalisateur qui a écrit un projet tout seul chez lui, très souvent, c'est très intéressant. La base est très intéressante. Ce qui est important quand on va chercher des producteurs, qu'on parle avec des producteurs ou qu'on cherche des coproducteurs ou des associés, c'est qu'il faut que ce sujet intéresse d'autres personnes. Oui. Et ça, c'est très important. C'est de créer vraiment une fusion entre ce que vous avez, en vous, qui est souvent très personnel chez les réalisateurs, et comment ce que vous pensez s'étend à d'autres personnes. Et si possible, un maximum de personnes. Ça va leur parler, ça va leur apporter une nuance sur un sujet qu'ils connaissent déjà, mais qu'après, ils connaîtront encore mieux. D'accord. Vous voyez? Très bien. Ah ouais. De manière plutôt pratique, ça c'est plus informel. Alors je sais qu'il y en a beaucoup, mais est-ce que tu es un peu capable de nous dire les différents types de métiers dans la production? On parle souvent de producteur exécutif, directeur de production. C'est des choses qui sont assez floues, ces limites-là. Nous on dit producteur à chaque fois quand on fait nos projets, mais voilà, on n'est pas un producteur exécutif, directeur de prod, producteur délégué. D'accord. Souvent parce qu'il y en a un qui le gère aussi, la production entière du projet. D'accord. Un ou une. Mais voilà, est-ce que tu peux nous donner un peu voilà, ces différents métiers? D'accord. Alors, vous avez en premier le producteur délégué. Donc, le producteur délégué, c'est la personne, en effet, qui va être la première spectatrice, donc ou le premier spectateur du film, qui va choisir ou pas de mettre ce film en production, qui va donc étudier le sujet, étudier effectivement la profondeur du sujet, qui va étudier beaucoup la cible, la diffusion, qui va étudier tout ça. Et ensuite, qui va donc chercher des financeurs. Donc, il va étudier les différentes instances de financement, comme le CNC, comme les régions. Il va étudier tout ça. Et alors ça, il peut le faire avec des associés. Souvent, il va le faire avec des associés. Le producteur délégué va aussi, c'est ce que j'adore dans ce métier, producteur délégué, il va créer des packages.
C'est-à-dire par exemple, il va relever un scénario, un projet de film intéressant, mais le scénario n'est pas encore abouti. Par exemple, le réalisateur a beaucoup travaillé déjà le projet, il est un peu fatigué. Il va dire, peut-être qu'on pourrait trouver un scénariste. Il va présenter un scénariste au réalisateur, il va réfléchir avec lui, et puis éventuellement, peut-être, il faudra un dialoguiste. Supposons que le film repose entièrement sur l'actrice, on va peut-être avoir quelques idées de casting. Voilà, parce que, voilà. Même en pré-production, c'est déjà pensé... Au niveau du producteur délégué, oui, parce qu'en fait, il est à un stade où il faut qu'il arrive à convaincre d'autres personnes en général, selon les possibilités de chaque société, d'investir de l'argent. Donc oui, il faut un peu de séduction. et donc ça, pour moi, c'est la production déléguée, c'est la première étape. C'est cette personne qui a la responsabilité aussi financière. Et une fois qu'elle a eu les budgets, ou des fois un petit peu avant, elle va engager un producteur exécutif. D'accord. Voilà. Ça, c'est assez génial, un producteur exécutif. Il a les sous en main. Pour un producteur délégué, c'est assez génial le producteur exécutif. Parce que le producteur exécutif, si c'est une petite structure, va souvent être aussi une sorte de super directeur de production. D'accord. Voilà, c'est une sorte de directeur de production haut de gamme en fait, qui va s'occuper tout simplement d'engager les équipes, de faire les devis avec les prestataires pour les locations. C'est vraiment au contact des gens, de l'équipe technique. Voilà, le producteur exécutif, sur les gros projets, il y a le producteur exécutif et ensuite il y a un directeur de production qui par exemple va s'occuper uniquement des équipes. D'accord. Et qui va tout faire superviser par le directeur exécutif. D'accord. Voilà. Vous pouvez avoir en fait plusieurs producteurs délégués, par exemple, qui se sont unis pour aller chercher des financements ensemble. Ensuite, vous allez avoir par exemple plusieurs producteurs exécutifs. Un qui va s'occuper des cascades, parce qu'il est spécialisé là-dedans. Un qui va s'occuper... des effets spéciaux ou ce genre de... Voilà, parce que le haut de gamme, c'est la qualité de l'expertise. D'accord. Quand on est sur du très haut de gamme, avec mon mari hier, on s'est amusé à regarder Murder Mystery 2, hier soir, sur Netflix, parce qu'il a été tourné en Île-de-France. C'était assez intéressant de voir. C'est un film qui a fourni beaucoup de travail ici, en Île-de-France, donc je voulais voir les cascades, etc. Clairement, il y a beaucoup de producteurs exécutifs, justement. Par catégorie de métier, entre guillemets. Voilà, et après, ils sont libres ou pas, eux, à l'intérieur de leur structure, de prendre encore un directeur de production. Et en plus. Alors, il peut y avoir plusieurs producteurs exécutifs, mais il y a rarement plusieurs directeurs de production. D'accord. Je dirais que ça, par contre, c'est déjà moins fréquent. Est-ce que j'ai bien expliqué? C'est vrai que moi, je n'avais pas du tout cette distinction. Je ne me mettais pas du tout dans ce sens-là, surtout au directeur. Tu mets souvent le directeur tout en haut, mais du coup, si on résume, ça fait producteur délégué, producteur exécutif, directeur de production, où on peut y avoir, si on veut faire un peu un organigramme. Et puis pareil, après ces directeurs de production, je présume peuvent avoir des assistants de production pour aller travailler. Oui, alors dans le cinéma, ça m'a toujours surprise d'ailleurs, mais il y a les directeurs de production, ils ont rarement un chargé de production, c'est vite un assistant de production, ce qui est assez surprenant. Mais c'est parce que par ailleurs, ils ont aussi un administrateur de production. On aurait pas dû poser la question. Qui lui va gérer, alors lui, l'administrateur de production, c'est la personne que j'admire le plus au monde. D'accord. Très honnêtement. Très honnêtement, je l'admire. Parce que l'administrateur de production, d'ailleurs, c'est un métier très difficile, parce qu'il gère les questions de trésorerie. Ah oui. Oui, les trésoreries des films en plus. Il va gérer la question donc des emprunts, parce que quand il y a énormément de budget, donc il y a des banques spécialisées dans le cinéma qui vont emprunter un certain moment, de manière à pouvoir payer les équipes, et c'est lui qui vérifie et qui calcule tout ça. D'accord. Donc ça, c'est en accord avec la secrétaire de production également, qui elle travaille avec l'assistant réalisateur et l'aide. Oui, sur les plannings, sur qui a été présenté. Sur les plannings, les feuilles de service à imprimer, qui en long métrage
Oui. est un travail extrêmement important et Oui. sérieux et extrêmement important, tout comme le poste d'assistant réalisateur, Oui. qui concerne tous les plannings et qui sont des postes aussi que je dois dire j'admire franchement, Ouais. qui sont des postes difficiles. Oui. Ah, très bien, bah, merci beaucoup pour tous Ouais, ces ouais, détails. là, au C'est moins, que c'est beaucoup moi, je ne plus connaissais clair, pas du tout les distinctions entre tous ces métiers de la production. Donc, c'est très intéressant. Et du coup, j'ai une question. Là, on est en 2023. Comment le métier de producteur, tous ces métiers de la production ont évolué? Par exemple, Oui. il y a 10 ans, 20 ans, comment ça a changé? Comment avec maintenant, on a des plateformes en streaming? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça change? Alors ça a changé beaucoup de choses. Moi j'ai plus tendance à être très ouverte à la nouveauté. En fait, je trouve que c'est comme ça la vie. En fait, il y a toujours des évolutions techniques. Maintenant, il y a l'IA, j'en parle souvent avec mon mari de l'IA. Ouais. Donc, c'est important d'accueillir généreusement, pour moi, toutes les innovations et au contraire de s'y intéresser au plus vite. D'accord. Et même 2 fois plus qu'une. Moi, j'ai de la chance parce que j'étais très cinéphile, très jeune. Et j'ai une certaine culture du cinéma, je dirais du XXe siècle, on peut dire ça. et puis maintenant aussi, donc je peux m'intéresser aux films qui sortent aujourd'hui, voilà. D'accord. Comment vous dire? La question est très large. Mais Il faut attirer encore des gens dans les salles. Ça c'est vrai, Oui. et tous les jours j'y pense. Et quand je vais au cinéma et que je vois des salles vides, j'y pense. Parce que quand on adore le cinéma, on y pense. Mais les plateformes, c'est intéressant aussi, dans la mesure où elles font de tout et où elles font aussi de la qualité. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça développe énormément de nouveaux films économiquement. Moi, je m'intéresse aussi parfois à des films français qui n'ont pas pu se faire produire, par exemple par le CNC ou d'autres instances, parce que en France, on n'a pas forcément cette habitude, ou on n'y croyait pas forcément. Et puis tout d'un coup, une plateforme s'y intéresse. Alors du coup, tout le monde s'y intéresse, et puis ça développe des choses totalement nouvelles. Il y a des plateformes, je ne veux pas faire de publicité, donc j'essaie de ne pas les citer, mais il y a des plateformes qui produisent maintenant et qui vont réellement créer du travail, et ça crée de nouvelles idées. Donc non, moi j'accueille les choses plutôt généreusement. Si j'avais une inquiétude, c'est plutôt sur la venue en salle des gens. Oui. Donc là, des fois, je me réveille en pleine nuit, et je me dis, mais si on faisait ça. L'autre jour, je me suis réveillée en me disant, oui, il faudrait peut-être revenir au début du cinéma, événementialiser, faire des entr'actes, mettre de la musique, que venir au cinéma devienne une fête. Plus qu'un spectacle, quelque chose que... Oui, c'est ce qui se faisait, d'ailleurs. Les pop-corn, c'était quelque chose, c'était... Et il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Quand la télévision est arrivée, dans l'histoire du cinéma, dans les années 50, on a inventé le cinémascope. C'était magnifique le cinémascope parce qu'on s'est dit, on va dire aux gens, il faut qu'ils viennent au cinéma. Et le cinémascope, ça va être des grands paysages, des beaux paysages. Et en fait, on a fait des magnifiques westerns qu'on a tellement de plaisir à voir à la télé. À minuit, quand on n'arrive pas à dormir. Donc, voilà. Donc, je pense que sur le cinéma, on a vraiment du travail pour faire revenir les gens dans les salles. Oui, effectivement. Surtout qu'après le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup mis du temps à vouloir oser de nouveau aller en salle. Voilà. Ça a aidé. Et l'autre avantage, un truc que je trouve phénoménal, c'est que le spectateur de cinéma lambda aujourd'hui qui va au cinéma le samedi soir, qu'est-ce qu'il est bon en cinéma? C'est-à-dire que l'œil des gens s'est affiné. Les gens sont excellents en cinéma, sans être cinéphiles, sans être professionnels, ils sont très bons. Moi, j'écoute les conversations quand je sors des films. J'écoute les conversations pour voir un peu ce que les gens disent. Nous sommes allés voir le film Everywhere, Everyone. All at Once. Donc il y a eu tant d'Oscars et puis il y a des jeunes qui parlaient. C'était intéressant ce qu'ils disaient. Et donc le fait que les gens voient énormément de films, ils s'affinent. Et donc nous, en tant que producteurs, attention. Oui, ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus précis, beaucoup plus... En fait, ça nous force aussi à avoir un niveau de qualité
qui est très élevé et il est important de ne pas sous-estimer son spectateur. Le spectateur va tout voir. Il va être très bon, très très bon. Voilà. Ok, super. Est-ce que peut-être en quelques phrases, tu pourrais nous parler un peu de ton parcours, où est-ce que tu as commencé? Alors, on en avait un petit peu mis sur les posts Facebook de l'événement avec ce que tu m'avais envoyé, mais voilà, nous parler un peu de tout ça. Juste avant, tu nous parlais que tu avais fait de la radio, voilà, voir un peu le panel d'expériences que tu as et ce qui a fait que tu en es arrivé aujourd'hui à ce que tu fais. Alors je me concentre parce qu'en quelques phrases. Alors moi j'ai toujours été passionnée de cinéma très jeune. J'avais une mère qui était très très cinéphile, ma maman, et elle m'a montré des films très élevés très jeune. Elle me parlait toujours de cinéma. Donc très vite dès la 4e, j'ai appris qu'il y avait une section cinéma, même un bac cinéma, parce que je suis lyonnaise. Donc à Lyon. C'est le berceau du cinéma, quand même, hein, les frères Lumière, le château Lumière, ça fait rêver. Thierry Frémaux était stagiaire à l'époque où moi j'étais en seconde. Et après, quand il est rentré à l'Institut Lumière, il présentait les films, je me rappelle, avant qu'ils soient projetés. Et tous les soirs, j'étais à l'Institut Lumière. Donc vraiment, j'étais totalement passionnée de cinéma. J'ai eu 18, je crois, qu'au F6 au niveau du bac. Je suis tombée sur le mépris. Mais c'est pour vous dire, c'était vraiment une passion. Donc je suis rentrée en seconde à 3 cinémas. À l'époque, c'était les premières sections, des sections plutôt littéraires. J'étais plutôt littéraire. Et puis j'ai commencé comme ça, mais je crois que j'avais peur. Et pendant longtemps, j'ai pas réalisé que je pourrais être réalisatrice. Ça, c'est mon grand malheur. C'est de ne pas l'avoir compris plus tôt, que c'était possible pour moi de l'être. Ça a été très long pour moi de me dire, en fait, si. Donc après, j'ai fait 2 ans de technique. Pour bien connaître la technique. Donc je suis diplômée en images. Donc voilà, une caméra n'a aucun secret pour moi, les menus. Très bien. Voilà, la technique. Et puis après, je trouvais que je connaissais toujours pas assez bien. Donc j'ai fait la licence à la Sorbonne. Et puis à la Sorbonne, je commençais à travailler dans la production. C'était assez compliqué de travailler et d'étudier en même temps. Donc voilà, ce qui était très facile à Paris 8. Donc j'ai fait la maîtrise à Paris 8. Mais je trouvais que j'apprenais encore pas assez de choses. Donc j'y allais aussi un peu comme ça. Et après, très vite, je suis rentrée dans la production. D'accord. Parce que dans la production, c'était assez facile de s'insérer. Et donc, j'ai fait une petite carrière dans la production, 3 ans dans le documentaire. Et ensuite, j'ai été chargée de post-production chez Direct 8, donc pendant 7 ans, où c'était hyper intéressant. Sur la gestion de l'urgence, parce que c'était 100% direct, c'était les débuts de Direct 8, c'était génial. Sauf que c'était de la télé. Et je souffrais trop de ne pas retrouver le cinéma, mes premiers amours. Et tout le long de Direct 8, je cogitais cette histoire de société. Les films de la robe rouge. Et du coup, je suis partie. J'ai réfléchi, j'ai créé l'entreprise qui était une production de films cinéma, vraiment pour faire du cinéma. Et c'est comme ça que maintenant je nage un peu dans le bonheur, parce que même si c'est du court-métrage, ça reste quand même du cinéma et du beau cinéma. Donc je suis très heureuse de mon parcours aujourd'hui. Super. Et tu as aussi réalisé du coup des films en plus d'être productrice? Oui, alors au début, quand j'ai lancé la société, c'est parce que j'avais vraiment envie de réaliser des films. Mais je n'osais pas frapper aux portes en fait, parce que j'avais tellement de background de production. Et c'est vrai que je présentais mes projets comme une productrice au début, mais très souvent, dès qu'on voyait mes films, on disait mais faites-le en fait. Ah bah oui, je vais le faire, c'est vrai. Je vais le faire. Et puis en fait, c'était... Si tu les écrivais, tu les présentais comme si tu cherchais un réalisateur et après... Ah non, en fait, j'arrivais plus comme une productrice à présenter, à analyser en fait une cible qui m'intéresse. Et ensuite, je leur proposais des films. Mais en fait, je pense que j'étais une réalisatrice qui s'ignore, parce que je proposais toujours des sujets intéressants, où déjà la réalisation se glissait tellement que c'était évident. Et la réalisation, franchement, j'adore ça. Là, en ce moment, j'ai envie de faire de la production aussi.
Mais aujourd'hui, là, le grand projet de 2023, c'est de séparer diamétralement les deux fonctions de productrice et de réalisatrice, donc de produire des réalisateurs. Et si moi, je réalise des films, d'être produite par d'autres, mais de ne plus jamais faire les deux choses en même temps. Ça, c'est un vrai sujet. D'accord. Très bien. Bah, du coup, c'est très intéressant tout ce que tu as fait et tout ton parcours. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières, enfin, sur tout ton parcours? Là, tu as évoqué le fait que tu as mis beaucoup de temps à comprendre que tu étais aussi réalisatrice. Est-ce que tu as d'autres difficultés qui t'ont marqué lors de ton parcours pour devenir productrice, réalisatrice? Et est-ce que le fait d'être une femme t'a compliqué les choses aussi? Ou pas? Ou peut-être pas, je sais pas. Alors en fait, quand on est une femme, et ça je le dis à toutes les femmes qui sont là, il y en a plusieurs sur le plateau, ça c'est qualité. En fait, il faut arriver, je crois que c'est pour ça que j'ai créé les films de la robe rouge, c'est qu'il faut arriver à en faire quelque chose de réellement positif, en fait, pour les autres. Et je pense que quand on est une femme, il faut travailler sur une approche différente de celle des hommes, en fait. Par exemple, dans les grandes difficultés que je peux rencontrer, c'est que moi, je suis une personne, je ne bois jamais d'alcool. Je m'arrête au sirop de grenadine en général, c'est ce que je bois de plus alcoolisé. Et je ne suis pas quelqu'un, par exemple, qui va aller boire des bières avec les copains au café, vous voyez. Ça, je ne peux pas faire ça. Et en fait, il y a beaucoup de jeunes hommes qui commencent avec des copains, qui font leur premier film avec des copains. Et bien, nous, les femmes, on ne va pas faire ça avec des copines, en fait. Et on ne peut pas le faire avec des copains. Donc, en fait, quand on est une femme, ça, c'est ce qu'a dit Maïwenn quand elle a débuté, et elle a totalement raison, on est obligé d'être un peu meilleur, de beaucoup travailler nos projets, parce qu'en fait, on ne peut convaincre que sur notre qualité. Donc, c'est vrai qu'à certains moments, on dit, ben, flûte alors, lui, il est là, et puis moi, j'ai fait tout ça. Mais en fait, au final, eh ben, ça m'a presque rendu service, parce qu'en fait, j'ai pris l'habitude de faire 2 fois, voire 3 fois plus d'efforts, parce que je n'ai pas d'autre argument, je n'ai pas la camaraderie masculine que j'envie. Vous n'imaginez pas? Des fois, je rêve. Si j'avais été un garçon, je rêve de boire comme ça des bières dans les cafés. Ça aurait été mais non, il n'y a pas que les bières. Oui, il n'y a pas que les bières. Ne consommez pas d'alcool. Hein. C'est vrai, oui, voilà. On risque de couper. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai écrit les films de la robe rouge. Je voulais montrer qu'être une femme, ça a plein d'avantages. Et je me rappelle, j'ai convaincu la banque comme ça, en leur disant, vous comprenez aussi, quand il n'y a pas cette femme, ben en fait, dans les films, les gens n'ont pas le point de vue des femmes, ils ont besoin de nous aussi. Et oui, ah bah oui, c'est vrai. Oui. Donc, non, je pense qu'il faut être hyper positive, en fait. Et s'il y a quelque chose, parfois, qui peut être un petit peu vexant, bah, faut le prendre à la rigolade, puis pas faire attention aux petites remarques. D'autant qu'en plus, les gens font pas exprès. Oui, c'est pas de leur faute, c'est très inconscient, c'est très. Donc non. Puis là, il y a quand même beaucoup de changements. Et je trouve qu'en 10 ans, ça a beaucoup changé. Moi, j'ai créé la société il y a 9 ans. J'étais quand même assez bien accueillie sur ma société. Donc, c'est juste certaines habitudes qui ne sont pas encore entrées dans les mœurs, mais bon. Ça va arriver. Oui, donc tu es plutôt positive sur la place des femmes de manière générale dans le métier. Là, ah oui, là, il y a 6 femmes en compétition officielle. Il y a Justine Triette, il y a... Ah oui, bien sûr. Ah oui, là, on arrive... Enfin. Oui, d'ailleurs, Thierry Frémaux, il dit... que des fois, bah, il n'a pas assez de films. C'est parce qu'il faut aussi que les films aient le temps de se faire produire. Mais oui, non, on arrive. Pas de problème là-dessus. Il faut vraiment rester très positif sur les femmes, je pense. Oui, non, c'est pas la question. C'est un peu souvent les sujets, un peu l'image aussi. Je pense qu'on a au milieu de l'audiovisuel qui est un peu dur sur ce côté-là, qui est déjà dur tout court, je pense. Ah, il est un petit peu. Il est toujours, les chiffres. Moi, je suis dans une compagnie, là, je crois qu'il y a 60 membres et puis il y a 6 femmes.
Donc oui, c'est cette camaraderie-là, parfois c'est pas évident, hein, parce que vous êtes dans un groupe de personnes, où ils sont très camarades, moi je suis très sociable, mais malgré tout, on ne peut pas tout à fait l'être de la même manière. Donc oui, ça serait bien qu'il y en ait beaucoup plus. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne faut absolument pas, en tout cas, perdre d'énergie en observant ce négatif, en le regardant. Moi, je conseillerais à toutes les femmes, restez concentrées sur vos films surtout. D'ailleurs, je ne suis pas dans les collectifs parce que j'aurais peur de perdre trop d'énergie et ensuite de ne pas me concentrer sur les films. Aujourd'hui, pour être reconnu, il faut qu'on fasse d'excellents films. Il faut qu'on reste ouvert à tout type de personnes. Et c'est ça le plus important. Oui, que ce soit femme ou homme, on s'en fiche du temps que le sujet est là et que l'intention compte. Femme, homme, si le sujet est là, si le travail est là, si la continuité aussi, parce qu'il faut un petit peu de persévérance aussi. Ça, c'est important. Vraiment, oui, ça avance. Très bien. Merci beaucoup aussi pour ces précisions. Je vais rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que tu es productrice, réalisatrice, que tu essaies de séparer maintenant les deux boulots. Qu'est-ce que tu préfères dans chacun des deux métiers? Pourquoi faire pas que l'un ou que l'autre? Pourquoi faire Alors sur le métier de réalisatrice, ce que j'aime bien, c'est que c'est entièrement voué à l'artistique. Il y a quelque chose de très spirituel, vraiment. Il y a quelque chose de très spirituel dans le métier de réalisateur. Il y a un très fort pouvoir de l'imagination qui est là. C'est quelque chose de vraiment fascinant. Quand on a écrit son projet et qu'on le voit exister, en fait, exactement comme on l'a imaginé, mais recréé et vraiment vivant, c'est quelque chose de totalement fascinant. Le métier de réalisateur, pour moi, c'est un métier qui est totalement fascinant et qui se situe dans quelque chose de fascinant parce qu'effectivement, souvent, quand on écrit un scénario, on a vécu quelque chose de temporaire ou une émotion fugace qu'en fait, on va fixer à un moment donné, définitivement. Je ne sais pas si j'ai beaucoup étudié à l'université un livre qui s'appelait « Qu'est-ce que le cinéma ?» d'André Bazin, mais c'est un livre merveilleux qui dit les gens font du cinéma pour lutter contre l'immortalité, comme les Égyptiens faisaient des sarcophages. Il y a quelque chose de lutte contre la fuite du temps. Et quand on est réalisateur, c'est notre idée, et ça c'est assez beau. Et aussi ce qui est très beau dans ce métier, c'est qu'on part souvent d'une réalité ou d'une expérience, qui est souvent la nôtre, mais en partie. Parce que si on fait le film pour un public, on s'intéresse aussi. On essaie de le connaître un peu. On essaie de faire en sorte que ce qu'on a vécu ressemble à ce que d'autres personnes ont vécu. On en fait une œuvre d'imagination. Et ensuite, quand on le projette, on a un retour à la réalité et on a une perception nouvelle, tout comme notre spectateur sur le sujet. Le métier de réalisateur, pour ça, c'est tout à fait passionnant. Et puis aussi, avec l'équipe, chaque personne apporte artistiquement sa touche, sa pierre à l'édifice. Et là, souvent, le film est bien meilleur en plus que ce qu'on a projeté avant, si pour le coup, on a un bon producteur. Et tac. D'où la transition. Transition sur le métier de la production. Voilà, c'est ça. N'est-ce pas? Voilà. Voilà. Et ce métier donc hautement spirituel doit à tout prix de rester pour que les films soient bons. Moi, j'ai un lien affectif. J'aime tous mes films parce que j'ai un lien, mais je ne dis pas forcément qu'ils sont bons, c'est que j'ai un lien affectif à tous mes films qui correspondent à une réflexion à un moment donné sur un sujet. Et c'est pas important qu'il soit excellent, pas excellent, moyennement bon. Finalement, c'est ça la réalisation. C'est qu'à un moment donné, il fallait faire ce film. Il y avait une urgence de le faire. C'est laisser une trace à un moment donné. Laisser la trace et devoir dire quelque chose. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas fait elle ou mais catharsis ou ce genre de choses, d'exprimer une émotion et
il faut la mettre à ce moment-là précis, et si on attend trop, Voilà. ça n'a plus non plus de Voilà. sens. Ça, c'est ça, c'est très important. Et pourquoi je tiens, depuis 2023, j'ai décidé de séparer diamétralement la réalisation et la production. C'est parce que je crois dans la spiritualité du métier de réalisateur. Je crois dans l'importance de l'aspect artistique de ce métier. Pour moi, le cinéma est un art. C'est aussi une industrie, clairement. C'est un art et une industrie. Mais le réalisateur est l'artiste. Oui. D'accord. Voilà. Donc il faut qu'il reste l'artiste. Alors quand on est aussi producteur, l'ennui, c'est que quand vous êtes en train de diriger votre acteur qui pleure à moitié, alors vous lui expliquez, oui, mais alors là, tu comprends, c'est telle émotion. Et puis là, vous avez le machinot qui vient et qui dit, ouais, pour la location, il faudrait signer le chèque là. Et là, ça te sort de... Et là, tout retombe. Et en fait, c'est ça. Quand les deux fonctions sont ensemble, c'est ça. C'est un vrai sujet. Ouais. Et le producteur, de la même manière, il est influencé aussi, donc il devient mauvais producteur parce qu'il est influencé et tiraillé par les aspects artistiques. Donc ça, c'est une décision qui pour moi est claire parce qu'au niveau de la réalisation, j'ai envie de progresser et je suis tout à fait persuadée que j'aurais pu faire mieux si j'avais eu un producteur. Ce soit pas moi, parce que c'est complètement compliqué. Et donc voilà. C'est vraiment sur cet aspect-là. C'est vrai que c'est ce qu'on fait peut-être un peu trop aussi à l'association, où voilà, comme on est tous bénévoles, qu'on prend tous le temps aussi qu'on a pour pouvoir fournir de l'énergie sur les films. C'est vrai que souvent les réalisateurs sont quand même producteurs aussi en partie sur le côté gestion, sur on va penser un petit peu à toutes les choses, etc. C'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on essaie de trouver et réussir à mettre en place, d'avoir peut-être le réalisateur qui se concentre que sur ces choses. Et puis du coup, voilà. Mais c'est vrai que on confond, et là avec la distinction que tu nous as fait aussi sur les différents métiers de la production, peut-être que ça va nous aider aussi à mieux structurer nos projets en interne. Oui, tant mieux, ça peut vous aider. Oui, peut-être qu'on peut faire avant d'aller plus loin sur la partie sur la production et notamment sur les films de la robe rouge, peut-être qu'on peut montrer le teaser du coup de la boîte de société de production. Oui. Donc let's go. La régie, on va du coup le demander à lancer l'extrait, la bande-annonce de la société de production Les Films de la Robe Rouge. Ça dure 52 secondes. 52 secondes. Très précis. Donc voilà, vous avez vu le teaser des films de la robe rouge. Du coup, par rapport à tout ça, créer cette société, c'est aussi de par les diverses expériences qu'on a pu aborder tout à l'heure. Mais toutes ces expériences, le cinéma, la télé, le documentaire, la radio, qu'est-ce que tu en retires de tout ça et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui dans la production, la réalisation de tes films ? Je crois que ça m'apporte une grande ouverture d'esprit en fait. Parce que finalement, j'ai connu des modes de production très différents. Donc en fait, ça m'apporte une ouverture d'esprit. Mais malgré tout, on voit bien dans le teaser que vous venez de voir que je garde quand même cette espèce de goût de la magie. Je garde toujours le goût de la magie, le goût du rêve, le goût... alors je dirais pas le star system parce que le star system s'est effondré, entre guillemets, je sais pas si on peut dire heureusement,
Mais quand on voit le destin, par exemple, de Marilyn Monroe qui a mis fin finalement au Star System par ce qu'elle a pu vivre, je garde de la magie, mais je pense qu'à l'intérieur de cette magie, il y a des modes de production qui sont restés parfois artisanaux. Oui. Qui vont ressembler à ce que j'ai pu faire effectivement en radio, qui vont ressembler au court-métrage, qui vont ressembler parfois à des plateaux télé. Et c'est pour ça que quand j'ai écrit la conception de ce teaser, l'idée en fait c'était effectivement de partir du chapeau, de partir de quelque chose de très net, et ensuite de faire un travelling arrière et qu'en fait on devienne finalement de plus en plus baba cool. Je veux dire qu'à la fin, les papiers volent un peu en l'air. D'ailleurs, on l'a tourné très vite. Si j'avais pu aller beaucoup plus loin là-dedans, c'est-à-dire qu'on commençait très net et qu'après, on voit une équipe, pas amateur, mais en tout cas de jeunes et qui s'amusent et qui crient action. Et je pense que j'ai gardé ça. Et ça m'a beaucoup aidé. La polyvalence, c'est une chose importante. Oui, je pense que surtout sur les métiers de la production, de connaître un peu de tout, ça permet d'aller chercher, tiens, je sais qu'avec mon expérience de radio, tel système ou telle chose... Oui, et puis on devient très débrouillard aussi. Ouais. Par exemple, il y a peu de gens qui savent que Psychose d'Hitchcock, Hitchcock a eu beaucoup de mal à trouver du financement pour Psychose, et il a finalement tourné avec des gens de télé. D'accord. Oui, avec des équipes de télé, parce qu'en fait, il n'arrivait pas à trouver les financements suffisants pour ce film-là. C'était un immense film de l'histoire du cinéma. Oui. Vous voyez, et du coup, c'est vrai que moi, je pense que c'est une bonne chose. Par contre, c'est important. Je ne pense pas que j'aurais pu créer les films de La Robe Rouge avant. Parce que je pense qu'il faut quand même avoir une idée précise de son identité en tant que société de production. Et ça, c'est vraiment très important. D'accord. Voilà. Très bien. Je vais faire une petite aparté parce que tout à l'heure, quand tu nous as parlé de ton parcours, tu as oublié de nous citer quelque chose d'un quand même assez important. Ah bon ? C'est que un de tes films a été sélectionné à Cannes. Oui, alors j'en ai eu trois. Ah oui, en plus. J'en ai eu trois. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça fait du coup d'être sélectionné à Cannes? Parce que nous on est bénévoles, amateurs. C'est quand même un film qui a été sélectionné aussi. Oui, mais pas à Cannes. Alors là, déjà, on peut se détendre parce que c'était sélectionné au Short Film Corner. Donc le Short Film Corner à Cannes, c'est tout à fait modeste. D'accord. C'est tout à fait modeste. Vous pouvez présenter, je vais vous briefer là demain. Vous avez vos films l'année prochaine. Ok. C'est tout à fait modeste. Le Short Film Corner, c'est tout simplement le petit coin du court-métrage du Festival de Cannes, qui est un petit marché entièrement consacré au court-métrage. D'accord. C'est en sous-sol, c'est très sympa. Et en fait, ils sont pas très très durs. Je crois qu'ils prennent un film sur 3 ou voilà, donc un film sur 3 ou un film sur 2. Je crois qu'ils en reçoivent. Ils en reçoivent 3000 et puis ils en retiennent 1000, donc c'est bien, vous êtes facilement retenu si votre film il est quand même techniquement réalisé. Mais oui, le premier c'était Conte de Noël en 2011 et c'était génial. C'était génial parce que Conte de Noël, je travaillais encore dans la production et j'avais dit à un ami monteur qui s'appelait Jules, j'aimais beaucoup, qui m'avait dit: tu dis toujours que tu vas faire un film, mais en fait, tu t'y mets jamais. Alors, c'est pas sérieux. Alors, si tu tournes un film là bientôt avant Noël, moi, je t'offre une bouteille de champagne. Je dis, bah oui, d'accord. Alors, j'ai tourné ce film qui s'appelait Conte de Noël et en fait, il a été pris à Cannes l'année d'après. Okay. J'ai passé la date de Noël, j'ai pas eu ma bouteille. Ah Mais par contre, il est allé à Cannes et c'est vrai que c'est génial. C'est génial d'y aller parce que vous allez rencontrer plein d'autres personnes et quand vous avez votre accréditation Short Film Corner, ça vous permet de pouvoir retirer des places pour monter les marches de temps en temps pour des films que vous aimez. Et du coup, ça vous permet d'aller à Cannes et du coup, ça vous permet de voir des films en compétition officielle sur une courte période. Donc ça aiguise votre regard. Je dirais que c'est surtout pour ça que c'est intéressant. D'accord. Vous découvrez vraiment beaucoup de choses intéressantes. C'est un condensé de qualité. Vous comprenez ce que c'est que le cinéma. C'est que
les films en compétition officielle à Cannes. Moi, j'ai déjà couvert pour la radio, par exemple, où j'en envoyais 3 par jour. C'est dur. C'est très très dur, sont très beaux artistiquement. Des fois, les films sont très durs. Et du coup, le côté Star System, la montée des marches, la magie, en fait, vous l'adorez parce que vous en avez super besoin. Parce que, Oui, ça permet de sortir des salles. il y a besoin de cette magie. En fait, ça fait partie du cinéma. Ça fait partie du cinéma. Voilà, c'est important. Et franchement, c'est génial d'aller à Cannes avec votre film. C'est vraiment génial, c'est une superbe expérience. Il faut y aller. Donc j'ai fait Conte de Noël, j'ai fait Burnout en 2013, qui était un 5 minutes. Ensuite, j'ai fait l'esquisse. Et pour l'esquisse, j'ai fait une expérience de l'extrême. Ah oui? Oui, oui, parce que j'ai tenté d'être en compétition pour la Palme d'Or. Ouais. Et c'est pour ça qu'il dure 14 minutes et 59 secondes. C'est au-dessus de 15 minutes. D'accord, au-dessus de 15 minutes. Et là, voilà, pour la Palme d'Or, ils en prennent 9 sur 3000. Donc, pour la sélection officielle, c'est pas la même sélection. Alors 9 encore, je suis même pas sûre, des fois ils en prennent 8. C'est la sélection officielle du court-métrage pour essayer d'avoir la Palme d'Or du court-métrage. Donc en fait, je l'ai présenté en sachant que je ne serais pas prise. Ça, en plus, je n'étais pas produite par une autre société, donc je crois que le film est très bien, mais pour moi, non. Mais par contre, j'étais contente parce qu'il y a des gens qui l'avaient vu. Parce que du coup, permet de donner une visibilité donc c'est bien, j'ai fait ça. Mais surtout à Cannes, ce qui est intéressant aussi, c'est les compétitions parallèles, comme la quinzaine des réalisateurs, par exemple, où là aussi, il y a des courts-métrages, mais là, c'est beaucoup plus dur d'être sélectionné. D'accord. Il y a un certain regard, la quinzaine des réalisateurs et la semaine de la critique qui prennent des films. Mais là, les taux sont beaucoup plus difficiles. Et là, voilà, il faut avoir une boîte de prod, avoir travaillé beaucoup plus longtemps sur les scénarios. Et là, vous avez plus de chances d'être sélectionné. Mais faites-le parce que il y a une émulation. Il doit y avoir une énergie là-bas. Il y a une énergie, il y a une passion du cinéma et vous apprendrez plein de choses. Moi, j'ai eu plein de tilts. Et puis, il y a des choses merveilleuses. Moi, j'avais un groupe d'amis, par exemple, que je retrouvais tous les ans là-bas, qui étaient mes copains du Festival de Cannes. Il y a des moments extraordinaires, voilà, de passion du cinéma. Très bien. Comme tu parlais de ton film L'esquisse, peut-être que du coup on peut montrer la bande-annonce. La bande-annonce, c'est toujours bien de voir une bande-annonce d'un film sélectionné. Donc on va demander à la régie de lancer du coup la bande-annonce. Vous savez ce que je me disais? C'est plutôt triste en fait. Une fille comme ça, avec plein d'idées tout emmêlées. On dirait qu'elle a perdu la tête. Je trouve pas. Donc on vient de voir la bande-annonce de L'esquisse, qui est un film qui a été sélectionné au Short Film Corner. Maintenant, on a la bonne définition. Est-ce que tu peux nous dire du coup, qu'est-ce qui t'a permis d'avoir ce film qui soit sélectionné? Est-ce que tu sais un petit peu les critères sur quoi il a été pris et qu'est-ce qu'il faudrait peut-être au sein du 7K qu'on mette en place pour qu'on puisse peut-être présenter le film à ce festival, je vais y arriver. Oui, je pense que là, vous êtes sur des critères de... Alors, il y a des critères, je pense, de qualité technique. Et après, il y a des critères... Alors ça, c'est tous les festivals, hein, parce que pour vous, pour le 7K, ce qui est plus intéressant, en fait, c'est d'autres festivals, en fait. Il y a des festivals beaucoup plus importants pour le court-métrage, en fait, que le Short Film Corner. Oui. Ah oui, oui. Clermont-Ferrand, c'est le plus grand festival de courts-métrages européens. Et ça, c'est des festivals importants. Donc, je pense que c'est surtout le fait qu'il y ait de la mise en scène, qui est aussi un critère, par exemple, du Centre national de la cinématographie. Ils sont tout à fait passionnants quand ils parlent
de leurs critères. À la CNC, ils font beaucoup de conférences. Ok. Intéressez-vous à toutes ces conférences parce que vraiment, moi je leur tire mon chapeau. C'est très intéressant ce qu'ils disent tout le temps, ça fait beaucoup évoluer. Effectivement, c'est souvent des critères d'intention de réalisation. C'est-à-dire, il est important aussi d'avoir une idée claire dans la conception de votre film. Typiquement, l'esquisse, c'était un film sur l'introversion et quelqu'un de très timide. donc il n'y avait pas beaucoup de dialogue. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que je pourrais même en avoir moins. Mais en fait, donc le concept, c'était qu'au début, elle était un petit peu comme ça, qu'elle n'arrivait pas à s'exprimer, qu'elle était plutôt filmée tout le temps en gros plan, très mal à l'aise, avec toujours effectivement des personnes qui l'ignorent, quelqu'un qui se sent très à l'écart et qui rencontre par hasard une autre personne et, autour d'un tableau et puis qui se met tout d'un coup lors d'une conversation autour d'un tableau qu'ils regardent ensemble et qui se met un petit peu à voir le monde d'un peu différemment, qui n'ose pas écrire et du coup qui se met à écrire. D'ailleurs, le titre américain, c'était The Blooming, qui veut dire la floraison. Et c'est une période d'épanouissement pour moi aussi au niveau de la réalisation. Je sentais que ça y est, enfin, je pouvais me projeter. Je pouvais être réalisatrice en fait, c'était possible d'être réalisatrice. Donc ça a représenté cette étape en fait, et du coup le film devenait de plus en plus large. Et sur des écrans de plus en plus larges, et donc à la fin on a filmé de nuit dans des beaux décors, et donc à la fin il y a un grand paysage. Donc ça, je vous invite à travailler vos intentions de réalisation, parce que pour moi c'est quelque chose d'important, et d'être à l'aise avec ça. C'est même plus important que la technique. On vous pardonnera un flou si votre idée est géniale. Ouais. Ok, très bien. Bah, c'est vraiment le sujet du film l'esquisse parce qu'on a Sébastien en régie qui est aussi en train d'écrire un film sur la timidité, film qu'on espère pouvoir produire et peut-être diffuser plus largement. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de tout ce qui est diffusion, etc., peut-être on peut revenir un peu plus sur ce que fait les films de la robe rouge. Et qu'est-ce que, du coup, en tant que productrice, qu'est-ce que les films de la robe rouge proposent pour pouvoir accompagner, par exemple, des jeunes cinéastes qui ont envie de se professionnaliser? À quel moment, quand on est cinéaste, on peut se tourner vers une boîte de production comme les films de la robe rouge, et qu'est-ce qu'on peut attendre du coup d'une société comme ça? Qu'est-ce qu'on peut demander? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme accompagnement? Voilà. Alors, déjà, le plus important, c'est effectivement d'avoir une idée, une bonne idée de film, d'avoir une bonne intention qui ait du sens. Et je dirais que le plus important, c'est de se retrouver dans l'identité de ma société de production. D'accord. C'est-à-dire qu'il est très fréquent que je reçoive des sujets de personnes qui envoient en fait des projets à toutes les sociétés. On verra bien laquelle répond. On verra bien laquelle répond, voilà. Et ça, c'est un vrai sujet parce que moi, je ne suis pas du tout fermée. Je peux faire... Je peux travailler sur tout type de projet, même du film de genre, puisque je travaille avec un jeune homme sur un film de genre, vraiment, qui n'a vraiment strictement rien à voir, par exemple, à ce que vous allez trouver à la robe rouge. Mais par contre, il y a quelque chose de cinématographique dans ce qu'il fait. Il y a une magie, il y a beaucoup de références à Hitchcock. Il y a quelque chose dans lequel je me retrouve, parce que ça va être cinématographique, parce qu'il va y avoir de la qualité. Et du coup, dans l'accompagnement, moi, ce qui est important, quand je lis un projet, c'est de me dire, d'accord, oui, ce projet-là, je peux avoir les arguments pour aller le défendre auprès d'associés ou auprès d'une autre société de production, ou même le défendre moi-même auprès du CNC. Ça paraîtra tout à fait normal et logique qu'une société comme la mienne défende ce cinéaste. D'accord. Pourquoi? Parce qu'une société de production, quand elle présente un projet au CNC, elle fait une note d'intention où elle explique pourquoi elle a choisi ce réalisateur et ce projet. D'accord. Et ça, c'est vrai que j'avoue, c'est rare. C'est très très rare que je reçoive un mail où on me dit « J'ai vu ce que vous faites, j'ai regardé un petit peu ce que vous faites et moi je me retrouve dans tel ou tel élément
de ce que vous faites. Hmm. Alors il y a 2 ou 3 fois où effectivement j'ai pris des sujets et puis au bout d'un moment je me rends compte que la personne, en fait, Oui, il ça faut que la rentre pas dans personne les valeurs adhère aussi, aussi, ouais, c'est ça, D'accord. à ce que je Hmm. fais. Je dirais que, bon, moi je suis beaucoup dans la qualité. Hmm. Je dirais que pour moi la qualité c'est quand même important. Mais par contre, Hmm. je ne rejette aucun genre. Hein. Hmm. Vraiment, même les comédies, même... Et je n'attends pas forcément qu'une personne fasse la même chose que je fais moi comme réalisatrice, Mhm. puisque je sépare de manière vraiment opposée les 2 fonctions. Donc j'attends ça. Et dans l'accompagnement, j'attends aussi de la personne qu'elle soit ouverte, parce que parfois on a besoin, pour pouvoir trouver des arguments pour avoir les investissements, pas forcément d'améliorer, parce que ça voudrait dire que c'était pas bon au départ, mais or c'est pas le cas si ça a été pris, mais de nuancer. Souvent il faut préciser davantage, apporter plus de descriptions pour que l'investisseur se dise « Ah oui, oui, je me projette très bien le film, j'ai très bien compris, c'est très clair. » D'accord. Donc c'est plus de la reformulation pour que ça soit bien, que le projet soit bien interprété par les différents potentiels financeurs et qu'ils comprennent bien le projet au final. Oui, qu'ils le comprennent rapidement, qu'ils Mm. comprennent son sens profond, et puis, Oui. ils lisent très vite les projets. Oui. Donc parfois, faut rajouter une petite chose. Là, j'ai reçu un projet très intéressant de documentaire où il y a une question comment dire, d'origine familiale, etc. Ben, j'ai appelé la réalisatrice, j'ai dit, tu sais, tu peux rajouter un petit arbre généalogique pour qu'on se retrouve bien dans effectivement les différents... Alors, c'est pas grand-chose, hein, mais effectivement, voilà. Moi, il faut que je trouve les arguments, en fait, pour justifier la collaboration et que ce soit tout à fait logique et naturel. Oui. Et voilà. Mais dans l'accompagnement, oui, il faut quand même travailler. Il faut quand même être prêt aussi à adapter. Et je conseille parfois à certaines personnes de ne pas surtravailler, de ne pas trop travailler les projets de manière détaillée, parce que quand ils ont énormément travaillé, en fait, ils sont plus prêts à refaire des modifications dessus, à refaire à revoir, ou à adapter. Donc, bien réfléchir au projet, l'écrire d'une traite, et ensuite passer plus de temps à étudier les sociétés de production pour voir qui est prêt à accompagner le projet. Et dans ce cas-là, voilà, celles qui vont correspondre. Oui. Ça fait partie aussi de ce métier. D'accord. La veille, faire des recherches sur les autres est parfois plus important que de passer du temps seul sur son scénario. Ça, je suis persuadée. Oui. C'est vrai qu'un film doit s'adresser aussi à des gens et pas forcément... C'est que naïvement, on aurait tendance à penser qu'il faut que ce soit le scénario le plus parfait possible à envoyer à une société de production, mais alors qu'au final, c'est plus l'intention qu'il faut bien travailler, le message. Oui, parce que la société de production, comme je dis toujours, hein, un producteur, c'est souvent quand même un passionné de son métier. Souvent, c'est quelqu'un qui aime s'investir, c'est aussi un métier à risque. Hein. Donc, c'est des personnes... qui aiment s'investir, donc ils aiment aussi faire partie aussi, enfin pas faire partie, c'est pas eux qui décident, mais accompagner le réalisateur, enfin c'est un plaisir, ils adorent ça. Donc c'est vrai que quand des fois on reçoit des projets qui sont parfaits, mais où en fait on n'a plus rien à faire, on n'a plus rien à dire, c'est difficile de trouver sa place. Donc on est ouvert d'esprit et en fait on attend la même chose, des gens qui nous contactent. Oui. D'accord, c'est très bon à savoir. Avant de passer aux questions du public, parce qu'on en a 5 ou 6, on a déjà donné une partie de la réponse dedans, mais qu'est-ce qu'il faut pour monter justement un bon dossier de film? On a parlé du coup d'une note d'intention, une note de production aussi,
si on a quelqu'un déjà qui soutient le projet. Un scénario, mais pas forcément détaillé à 100%. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'il faut mettre dedans? Qu'est-ce qu'il faut, comment il faut écrire ce dossier de film pour aller chercher soit une société de production, soit même le CNC ou d'autres financeurs. D'autres financeurs, ça peut être, je pense, la région. Oui, tout à fait. Le département, je ne suis pas sûr que ça finance des projets de films, quoique ça peut aussi, à mon avis... Les régions, vous pouvez avoir aussi des les partenaires. régions, ouais. Oui, ou des partenaires Des après partenaires, des quelconques. associations. Vous pouvez avoir des parrains. C'est quelque chose que j'aime bien D'accord. faire aussi. C'est bien, les parrains. C'est des gens connus. Des fois, ils n'ont pas forcément le temps de vraiment investir de l'argent ou quoi que ce soit, mais ils peuvent être parrains. Donc après, ça peut amener d'autres personnes. Oui, ça peut amener, C'est des bonnes idées aussi, ça, les parrains. D'accord. Ok. Alors, je dirais que en court-métrage, il faut quand même le scénario, mais il faut l'écrire d'une traite. Je veux dire, il ne faut pas trop le peaufiner tout seul ou avec des amis. Il vaut mieux le peaufiner directement avec le producteur. Tant qu'à faire, j'ai envie de dire. C'est une économie d'énergie importante. D'autant que je crois beaucoup dans l'inspiration originelle du premier jet. D'accord. Faut un peu le maintenir. Et alors après, ça dépend des projets. Alors, ce qui va être majeur, ça va être la note d'intention. Vraiment. Ouais. Il faut vraiment une note d'intention de qualité où vous allez expliquer les raisons d'être de votre projet personnellement, déjà, ce que ça représente pour vous, sans pour autant que ça devienne impudique. C'est ce que ça représente pour vous, mais voilà, sans en dire trop sur votre vie privée. On reste des professionnels, donc c'est cette distance entre l'affectif et le professionnel qu'il faut réussir à trouver comme réalisateur. C'est pas si simple. Ensuite, dans la note d'intention, c'est quel sens ça a par rapport aux autres, du reste, par rapport à la société éventuellement, par rapport à l'histoire du cinéma, à l'esthétique. Des fois du cinéma, par exemple, c'est un genre que vous aimez mais qui n'a jamais été traité sous cet angle. Le film que vous rêvez de voir et que vous n'avez jamais vu, par exemple. Ça, c'est important dans la note d'intention. Et puis, dans la note d'intention, vous allez commencer à mettre, et c'est là que c'est majeur, vos intentions de réalisation. Votre mise en scène, vos choix de mise en scène. Comme je dis toujours, un réalisateur qui va mettre 3 caméras, ça se fait, hein. Il y a eu même des films à Cannes, très beaux, etc., avec plusieurs caméras, mais qui met 3 caméras et qui ne se pose aucune question sur le placement de sa caméra, et qui va prendre après au hasard, pas encore tout à fait confirmé. Un réalisateur qui sait exactement pourquoi il met cette caméra à cet endroit-là, sur quelle échelle et avec quelle lumière et pourquoi ces décors-là, c'est un réalisateur qui a suffisamment réfléchi à son projet, et ça, c'est majeur. Vos intentions de réalisation, en tout cas au niveau du CNC, au niveau du Centre national de la cinématographie, si votre but c'est d'aller au Festival de Cannes ou d'être sur du cinéma, c'est un élément, je dirais, majeur qui pour eux est un vrai critère. Parce que le but c'est de faire la rencontre avec vraiment des réalisateurs, des gens qui ont des points de vue vraiment bien particuliers. Voilà. Alors la note d'intention, le pitch. Oui. Le pitch. C'est pas un exercice facile. Qui n'est pas un exercice facile parce qu'il faut retenir juste ce qu'il y a à retenir. Le synopsis de 10 lignes, parce que la note d'intention en court-métrage, elle fait 3 pages. Donc pour peu que vous tombiez sur un producteur un peu pressé, il va peut-être lire le synopsis. Sur ce synopsis, tu mets la fin? Normalement, oui. Normalement, oui. Normalement, oui. Pourquoi normalement? Parce que ça peut être dommage dans certains cas où il y a des beaux twists. Dans certains cas où il y a des beaux twists, ça peut être dommage. Donc je dis normalement, mais à mon avis, il y a des cas de figure où il ne faut pas le mettre. D'accord. En fait, ça dépend de ton accroche. C'est-à-dire, si tu as une excellente accroche, tu sens que dès le départ, ça va être intéressant, peut-être que tu peux ne pas insérer le twist final. Voilà. Il y a des films où le twist n'est pas si important. Voilà. Mais ça, c'est après, en fonction de chaque projet. Vous pouvez aussi mettre dans le synopsis, dans la note d'intention, si par exemple au niveau de votre mise en scène, les décors étaient majeurs, vous pouvez mettre des photos des décors, vous pouvez mettre des vues de dessus. Moi, j'en fais. Hein. D'accord, on peut mettre tout ça. Moi, même au niveau de la clientèle des films de la Robe Rouge, j'arrive avec des dossiers, il y a le synopsis, mais il y a aussi des vues de dessus. Il y a des vues de dessus avec les placements des caméras, où sont les lumières,
Il y a un petit storyboard, mais ça va dépendre des projets. Oui, Ouais. c'est ça, ça va être. Il y a des repérages au portable, des fois il y a sur Burnout, j'ai fait beaucoup de repérages au portable dans l'hôpital. Ouais. Je me refaisais la scène à l'hôpital avant de la tourner. Donc en fonction des projets, vous pouvez ajouter des choses comme ça. Attention au casting, parce que parfois vous pouvez avoir quelques idées de casting, mais il y a des fois des réalisateurs, ils envoient des projets. Et puis tout d'un coup, il y a une star américaine au casting. Ouais. Et en fait, non, mais je voulais quelqu'un qui ressemble à cette personne-là. Je dis oui, mais comme c'est réellement un acteur. Donc sur le casting, attention de ne pas mettre des stars. Encore une fois, alors rester dans le réalisme. Voilà, on est dans le court-métrage. Rester dans le réalisme, c'est important parce que même certains réalisateurs de longs-métrages confirmés n'arrivent pas à avoir ces stars-là. Donc voilà. Voilà. Super. Bah, très bien. On va passer Oui, on va aux regarder questions les des différentes spectateurs. questions. Donc là, on les a sous Alors, les yeux. Alors, On prend des lunettes la prochaine fois. alors la Première, ouais. oui, c'est ça. Bon, quelle est Bon, alors, la première question, c'est quelle est la réalisation dont vous êtes où tu es la plus fière? c'est une question de Julia. Ah d'accord, Julien. Alors Julien, Julia. Julia, pardon, Julia. Alors je vais dire le film qui est le plus aimé de mon public peut-être. Parce que moi j'aime tous mes films en fait, j'ai un lien très affectif avec tous mes films. Je dirais que c'est Burnout. D'accord. Je dirais que c'est Burnout parce que Burnout c'était un film qui était très personnel parce que je trouve que c'est terrible ces Burnout que les gens font dans le milieu du travail. Les conditions de travail se sont dégradées dans certains secteurs. Et pour Burnout, c'était c'était dans le cadre de l'Écart, de l'école Écart, que vous connaissez peut-être, qui est une bonne école. Et effectivement, les professeurs étaient excellents. Et ils jouaient plus ou moins le rôle de producteur, en fait, en nous apportant aussi cette espèce de distance, de distance dont on a besoin, cette espèce d'accompagnement que maintenant j'essaye de transmettre aux réalisateurs que je suis. Et du coup, ça m'a aidée à me consacrer entièrement à l'artistique. Et c'est mon film le plus aimé du public. Il a fait 66 000 vues à l'annonce du prix sur les Facebook, sans que j'ai payé un centime, qui était juste comme ça en relais. Et vraiment, les retours, il y a des infirmières qui m'appelaient pour me dire « mais moi j'ai pleuré à la fin de mon film, c'est ce que j'ai vécu ». Oui, c'est jamais rien que s'il y a l'émotionnel qui est là à la fin du film. Vraiment, et Burnout, oui, je pense que c'est celui-ci. Aussi, il y a quand même 3 mois d'enquête pour un film de 5 minutes. D'accord. Donc il y a une infirmière qui travaillait de nuit, qui arrivait chez moi le matin à 7 h et qui me racontait sa nuit. Incroyable. Avec tous les petits détails de ce qu'elle vivait. Et donc j'ai écrit le scénario après l'enquête que j'avais pu faire. Et d'ailleurs, les enquêtes dans vos dossiers, c'est quelque chose qui est parfois intéressant. Ça permet de donner du sens à vos films, de montrer qu'ils sont ancrés dans un réel. Dans un réel, dans une certaine réalité au départ, même si après on part dans l'imaginaire. Mais je suis contente aussi du succès de ce film. Mais je suis fière de tous mes films, et même de mon premier que pourtant je ne montre plus, Conte de Noël. Mais je l'aime quand même parce que c'est grâce à lui qu'effectivement je suis allée à Cannes en 2011. C'est ce film qui a été une espèce de déclencheur et de révélation. Donc il faut tourner, pas avoir peur de ce qu'on fait. Il faut se lancer. Oui, mais oui, je le remercierai jamais assez. Mon ami Jules, un jour, de m'avoir promis cette bouteille de champagne. Que tu n'as jamais eu. Que tu n'as jamais eu au final. Je l'ai jamais eu, c'est pas grave. Mais oui. Mais Burnout, je pense que c'est mon film le plus réussi. Donc là, c'est un drame social. Oui. Mais j'aime bien aussi être sur des genres très différents. Conte de Noël était une comédie. Je dirais que L'Esquisse, c'est un film très inspiré du cinéma japonais, très épuré, très pur, très comme ça, précieux et voilà. Très bien. Eh ben, on va passer aux questions d'Hélène qui en a posé plein. Oui. Peut-être que je peux prendre. Tac. Alors, laquelle on va mettre en première? Celle-là me paraît intéressant parce qu'on ne l'a pas abordée. C'est
pourquoi le nom, les films de la robe rouge? Et lié à cette question, vous faites passer une femme en robe rouge dans la galerie de l'esquisse. Est-ce que vous pensiez répéter ces incursions dans tous vos films? Oula, c'est très spécifique comme question, mais c'est très intéressant. Alors j'y avais pensé ça, en termes de marketing au début j'y avais pensé. Et puis maintenant en fait c'est pareil, c'était un peu un déclencheur la robe rouge. Mais pourquoi les films de la robe rouge? C'est parce que l'origine c'est qu'un jour on était avec une amie qui est dans la production, elle est dans le cinéma. Et on était sur les bords du canal Saint-Martin, moi j'étais dans la télé. Et elle me dit, écoute, la robe rouge, c'est incroyable. Là, j'étais au Festival de Cannes, elle rentrait, elle, et elle me dit, mais la robe rouge, mais c'est incroyable, comme ça fait du bien, c'est positif, ça fait penser au cinéma, ça fait penser au tapis rouge. Et en fait, on n'a pas besoin d'être une star au fond pour mettre une robe rouge, hein, je veux dire. Et en fait, on réfléchissait à tout ce peps-là. Et toutes les deux, on était plutôt moi dans la télé, elle était dans un autre domaine. Et toutes les deux, on s'est dit, ça serait bien plus tard qu'on monte une société de production, du coup, qui s'appellerait les films de la robe rouge. Et du coup, il y aurait plein de femmes réalisatrices. Et il y aurait plein de femmes aussi sur d'autres fonctions où il y a souvent des hommes, ou des hommes qui sont aussi sur des fonctions. Et puis du coup, ça serait sympa. Et puis du coup, je l'ai créé. En fait, ça m'est resté en tête. Et je l'ai créé 3-4 ans après. Et elle est toujours dans la production. Elle est très bien placée d'ailleurs dans la production. Mais du coup, je suis toute seule. Mais du coup, s'il y a des femmes, c'est bien. C'était ça l'origine. Et puis mon côté magie, mon côté un peu rêve comme ça, qu'une personne lambda peut avoir dans sa tête, mais qui au fond lui coûte pas grand-chose. Un côté un peu bohème aussi, qui fait partie de cette société, je pense. Ok. Très bien. Et du coup, peut-être lié avec cette question-là qui me paraît... On s'est écrit un petit lien. Alors, c'est marqué « Avoir une idée de son identité ». Oui, comment définirez-vous l'identité des films de la robe rouge? Quelle identité? On en a un peu parlé c'est un peu lié, début, donc mais peut-être si on arrive à dire synthèse, quelle est l'identité? C'est une identité de... Alors je dirais c'est un mélange entre l'imagination. C'est une société qui aime beaucoup l'imagination, mais inspirée d'une réalité très concrète et un peu intime. Et un peu intime, c'est-à-dire que je dirais que même ce que... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que sur tous mes films, je pense que j'arrive à rentrer dans l'intimité simple des personnes avec qui je vais travailler. Et donc, je dirais que c'est un peu ça. C'est la dialectique entre le rêve et la réalité qui est importante. Il faut qu'il y ait une part... J'ai besoin, moi, personnellement, de cette part de magie. Voilà. Cette part de magie... j'en ai besoin, mais je reste profondément de cette culture française où on a besoin quand même d'ancrage avec la réalité. On est français et les Français, on est dans cette espèce terre à terre. On a besoin, je pense que c'est pas un hasard si le Festival de Cannes il est en France. On a cette question de l'auteur. C'est aussi la question de l'intime quelque part. Mais avec pudeur. Je pense que c'est un petit peu ça la France. D'ailleurs, vous savez, les Américains, ils adorent les Français. et quand ils viennent en France, même quand ils reçoivent un César d'honneur, on ne se rend pas compte parce que nous aussi, on les admire beaucoup dans leur grandiloquence, etc. Ils ont de l'admiration. Ils ont de l'admiration pour cet aspect-là du cinéma français. Spielberg, quand il était au jury pour La vie d'Adèle, il paraît qu'il est rentré aux États-Unis en disant « Ils sont incroyables les Français !» Avec beaucoup moins de budget, ils font des choses mais qui sont incroyables parce qu'on a ça. Et même si des fois cette magie dans le cinéma, je l'adore, je reste quand même... j'ai ma French touch qui sera toujours présente au film La Robe Rouge. D'accord. En fait. Okay, super, merci.
Alors, il y a 2 autres petites questions. En plus, on a les bas en fur et à mesure. Ils sont bien régis. Sur la partie, dans le choix du casting d'un film, donc c'est toujours Hélène qui pose la question. Quelle part prend respectivement le producteur et le réalisateur et selon quels critères se fait, du coup, selon toi, cette répartition qui a le plus de choix, de possibilités là-dessus, sachant que alors nous c'est pareil, on fait plutôt les castings avec les copains ou les acteurs qu'on connaît, quoique Hélène est une actrice qu'on connaît aussi. Je pense que dans le milieu pro, on a quand même vite aussi un directeur de casting qui s'y ajoute. Oui. Mais voilà, que du coup, je pense... Alors, je pense que là, entre la France et les États-Unis, il y a un énorme, il y a un énorme différentiel, hein, puisque donc aux États-Unis, c'est le producteur qui décide de beaucoup de choses. C'est complètement différent. Hein. Le producteur a beaucoup plus de pouvoir. Et en France, c'est le réalisateur. C'est vraiment le réalisateur qui est maître de son film. Donc je pense que c'est quand même le réalisateur au départ qui a des idées de casting. Et puis le producteur peut en donner aussi. Mais en France, quand même, le réalisateur, il a quand même le final cut, je pense. D'accord. Voilà, si le producteur est français, de toute façon, il sait bien que s'il a choisi un réalisateur, c'est pour lui faire quand même confiance. Je pense qu'il lui fait confiance. Si de toute façon le binôme au départ est très bon, si le binôme producteur-réalisateur est réussi, s'ils ont un peu la même conception du cinéma, il est fréquent qu'on se mette d'accord. Sur My Way from Paris, qui était un film qui était dans un cadre un peu différent, j'avais pris une directrice de casting. D'accord. J'avais pris une directrice de casting, j'aimais bien. C'était chouette parce qu'on n'a pas forcément suffisamment de distance nous-mêmes. Mais on va fonctionner à l'émotionnel, au coup de cœur d'acteur qui n'est pas forcément des fois non plus le choix le plus... Oui, non. Oui, parce que c'est... en train de dire des... Moi, je suis vraiment pour les collaborations. Moi, je trouve qu'il faut beaucoup de monde dans l'équipe. Parce que quand on a écrit le projet, qu'on s'est projeté, des fois, on se projette dans un physique. Oui. Donc, en fait, c'est une erreur. Il faut choisir la personne qui joue le mieux. Et c'est tout. Et du coup, c'est vrai que c'est important d'avoir une discussion même avec plusieurs personnes. Oui. Ce qu'il faut, c'est réussir les fondations des postes majeurs. C'est le chef opérateur, après, lui, il va gérer ses équipes, le chef machinot, voilà. Tous les chefs de poste, il faut qu'ils aient quand même une vision commune. Ça permet d'aller plus vite et de se mettre d'accord assez vite. D'accord. Et du coup, je permets de rebondir, il y a encore une dernière petite question, mais, sur la partie technique, qui justement choisit? Est-ce que c'est le réalisateur qui choisit les chefs de poste avec qui il a envie de travailler ou c'est le producteur qui va imposer? Comment ça se passe là-dessus? Je pense que certains réalisateurs vont choisir, par exemple, éventuellement sur plusieurs personnes, un chef opérateur éventuellement, parce que là, c'est vrai que le chef opérateur, le réalisateur est proche. Pour le reste, franchement, non. Je pense que là, on est sur le producteur exécutif et le directeur de production. Éventuellement, le chef machiniste. Moi, il y a beaucoup de mouvements de caméra, moi. Sur mes films, j'aime bien la machinerie, j'adore ça, les grues, les travelling, les petites voitures, les dolly. Donc là, oui, j'aime bien. Et puis en plus, les chefs machinistes, moi, je leur parle et puis je les dirige au millimètre près. Ils craquent. C'est au millimètre près les mouvements de caméra, voilà. Non. D'ailleurs, même, je pense que le réalisateur, il va choisir, par exemple, dans un panel de personnes qu'on va lui proposer, même pour l'assistant réalisateur. Parce qu'en général, ce qui est bien avec les producteurs, c'est qu'ils ont déjà des équipes. Oui, ils ont des réseaux. Et qu'ils connaissent très bien. Donc non, le réalisateur, franchement, c'est mieux qu'il délègue toutes ces questions techniques au producteur, qu'il ait totalement confiance en lui pour pouvoir justement se consacrer à son art et ses films seront bien meilleurs. D'accord. Ça, c'est important de faire confiance. Et de un peu lâcher prise aussi sur certains aspects, de ne pas voilà. pouvoir tout contrôler. Il faut faire confiance. Et le producteur aussi. Le producteur aussi doit faire confiance à ses équipes. Oui. Ah oui, et c'est pour ça qu'il faut bien choisir les personnes au départ. Alors il peut donner des points importants,
Moi, souvent, j'ai des systèmes de bilan, 10 points, 3 points, 4 points, des points importants, des axes. Mais après, il faut faire confiance pour que chacun puisse exceller dans son domaine. Et puis là, c'est l'ensemble des compétences qui vont vraiment faire une chose belle et unique. Mais le Festival de Cannes commence bientôt, donc n'hésitez pas à regarder les conférences de presse qui sont en ligne, parce que vraiment, c'est passionnant. Les conférences de presse, il y a des films qui sortent en même temps et qui sont présentés. Après, il y a les conférences de presse, il y a tellement de choses qui sont expliquées. C'est passionnant à faire. Ok. D'accord. Si attelé. Je vais poser peut-être très rapide la dernière question. La dernière, c'est... alors, c'est une question précise. Sur votre site, on ne peut voir que Burnout et les skis en intégralité. Où est-ce qu'on peut voir les autres films? Est-ce qu'on a le droit de les voir? Alors, les autres films, après, j'ai fait beaucoup de publicité et de corporate. Donc, il y a énormément de films, en fait, sur lesquels je ne communique pas forcément. D'abord parce que je n'ai pas forcément les droits de ces films-là. Et puis, certains, il y a des films que j'ai faits, que j'adore, mais je n'ai pas forcément envie de continuer à faire ce type de film-là. Donc, ça, je vais peut-être pas les dire pour ne vexer personne. Mais j'ai choisi de ne pas forcément les exposer. Conte de Noël, par exemple, on ne peut plus le voir. On peut voir My Way from Paris, la version courte sur la page film publicitaire. D'accord. Voilà, qui dure... ça, c'est la version courte, film publicitaire. Et pour la version longue, je n'ai pas les droits, en fait, parce qu'en fait, je l'ai tourné pour quelqu'un. Et du coup, donc il y a la version courte. Mais je fais un peu exprès de montrer vraiment que mes films préférés aussi, parce qu'il y a... En fait, les gens, ils passent tellement peu de temps qu'en fait, quand on expose tout, on a toujours peur que la personne tombe sur quelque chose qu'on vient de faire parce qu'on nous l'a commandé rapidement, que ça ne correspond pas forcément à notre identité. Et du coup, ça brouille un petit peu les pistes. Et après, il y a beaucoup de films, il y a un petit peu plus de films dans le show reel de 2 minutes, qui est aussi sur le Vimeo et qui est sur la page corporate, je crois. Voilà, pour voir un petit peu plus. Alors, comme ça, on ira jeter. Alors, on n'a plus de questions du public, mais il nous reste 2 petites questions avant de conclure. Du coup, comme là, on parlait un peu des films que tu as fait avant, quels sont les projets du moment? Qu'est-ce qui est dans les tuyaux en ce moment, qui se prépare? Alors, il y a plusieurs projets en accompagnement. D'accord. Donc, il y a Sylvain qui a écrit un beau projet qui s'appelle Génome N. Et du coup, on a commencé à travailler et on est bien. On a avancé sur la note d'attention, surtout. On a fait beaucoup de travail sur la note d'attention. Donc, on travaille la note d'attention et on est bien sur ce projet. Il y a une personne aussi qui a fait un premier long métrage qui est très bien, franchement, en film de genre, et qui veut faire son deuxième. Et du coup, dont le scénario est écrit. Et du coup, on est en train de travailler effectivement sur la coproduction pour voir avec qui on peut travailler en coproduction. D'accord. Voilà. Et puis, il y a un autre court-métrage qui, là, a déjà été déposé au CNC, que là, je vais suivre pour voir. Donc là, je ne sais pas encore s'il a eu le CNC ou pas, ce film-là, qui, pour le coup, est déjà très abouti, extrêmement travaillé. Et puis je continue là je suis vraiment sur la période où je fais une pause sur la réalisation. D'accord. Et donc voilà, donc là je continue à travailler un petit peu. Je me suis rapprochée aussi de Trégor Cinéma, qui est un endroit où les réalisateurs réécrivent leurs scénarios. Et du coup là, il y a des scénarios vraiment déjà aboutis qui arrivent et du coup que je pourrais accompagner peut-être plus rapidement. Voilà, il y a tout cela. Et après, là, je suis déjà à 4.
Donc ça dépend. Des fois j'ai le temps de regarder un autre projet et puis des fois j'arrête un petit peu, je fais une petite pause. Et puis là j'ai un confrère qui fait des très beaux films scientifiques. Et du coup on va travailler ensemble sur du film scientifique qui est très intéressant aussi, qui force à être très carré. Voilà, et puis on va développer peut-être aussi des choses sur la peinture, sur la muséographie. Donc tout ça en parallèle. Mais là, l'idée, ce que j'aimerais, c'est surtout avoir des collaborations avec des belles maisons de production de films cinéma et pouvoir enfin produire des courts-métrages avec des budgets pas équivalents du long, mais si presque au niveau du prorata pour qu'on soit vraiment sur un niveau de court-métrage cinématographique professionnel encore plus élevé, encore plus abouti. D'accord. Voilà. Très bien. Bah, du coup, on a encore une dernière question. Est-ce que tu peux nous donner des conseils, des tips que tu pourrais donner à des jeunes cinéastes qui veulent réaliser, à nos adhérents. À nos adhérents. À nos adhérents, oui. À des personnes comme nous qui montent le plusieurs, court-métrage. Et qu'est-ce que sont pour toi les conseils que tu veux donner pour leur dire comment se lancer, comment devenir professionnel? Croire à son projet. C'est ça, croire à son projet, tout à fait. Alors commencez à bien mûrir votre idée, le pourquoi du comment. Essayez d'éviter au maximum ce que j'appelle le fil de la plume, c'est-à-dire de faire de l'écriture automatique comme ça très vite. Essayez de réfléchir, de mûrir vos projets avant pour qu'après ça soit déjà construit. Résistez au fait de tourner trop vite, parce que le revers, on en a parlé un peu hors plateau, le revers de ces caméras qui sont pas chères, ces appareils photo où on peut tourner très vite. C'est vrai que les jeunes, ils ont une idée et puis alors il faut qu'ils tournent la semaine prochaine ou ils ont déjà calé le tournage. Ils ont calé le tournage, il y a un scénario, voilà, ils ont déjà les acteurs. De toute façon, 2 mois après, ils tournent. Alors qu'en fait, ils auraient pu réfléchir un petit peu plus longtemps à leur projet, réfléchir à tout un tas de choses. Et c'est pas forcément l'argent, hein. C'est vraiment la maturation du projet. Et ça, on en a parlé. C'est un revers terrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous les jeunes, et je pense que vous en faites partie au CEDCA, vous avez la possibilité de faire des partenariats avec les écoles, d'avoir du matériel, d'avoir de la technique, etc. Mais si vous voulez passer un cap, faut vraiment tourner de la qualité. Donc n'hésitez pas à essayer de vous associer avec des gens comme moi ou même avec d'autres sociétés de production, même avec vos écoles, ça c'est très bien. Mais essayez de faire un petit peu de qualité. Et qualité, c'est vraiment sur la partie, le scénario qui est poussé, oui, c'est la réflexion. Oui, c'est surtout la réflexion parce que la technique aujourd'hui, c'est rien. C'est plus rien pour nous. Oui, comme tu dis, un appareil photo avec un bel objectif, c'est devenu facile, mais moi la technique, j'avoue, maintenant, c'est devenu vraiment facile pour moi. C'est pas ça maintenant qui est difficile. C'est que, je vous dis à l'époque, si on va très loin en arrière, ce qui paraît très loin en arrière, mais je vous dis les Truffaut, les Godard, la nouvelle vague, même eux, quand ils sont rentrés dans une logique de on va tourner pas trop cher, etc., tourner pas trop cher à l'époque, c'était déjà énorme. De toute façon, c'était déjà de la pellicule. Ouais. Donc de toute façon, même le premier court-métrage de François Truffaut, il est réfléchi. Il est déjà classe, c'était un moyen-métrage, je crois que c'était Les Mistons. Mais voilà, ils étaient obligés en fait de réfléchir plus. Et je pense qu'il y a certains... Je pense qu'il faudrait revenir en arrière là-dessus et se dire... Tout ça, c'est un peu un piège. Et l'autre aspect, c'est ensuite de faire beaucoup plus de veille. D'accord. Beaucoup plus de veille, de s'intéresser beaucoup plus aux sociétés de production. Un jour, peut-être, vous allez trouver la société de production de rêve, celle qui vous correspond. Moi, je ne le dis pas, mais j'ai une société en tête. J'aime tous leurs films. Je connais tous leurs films. Et en fait, je les ai encore jamais appelés.
Parce que je sens que je suis peut-être pas encore assez mûre pour les contacter. Je sais qu'un jour, je vais rentrer en contact avec eux. Je sais qu'ils sont en plus plutôt abordables. Mais pour moi, c'est vraiment la société qui fait des choses intéressantes. Je sais qu'un jour, je vais écrire un projet de film en pensant à eux. Et là, il y a zéro... Pourquoi ça ne marcherait pas? Puisque on se correspond. Et ça, c'est vraiment une erreur très très importante de la jeune génération. Ils sont très forts sur Internet et on a l'impression qu'ils envoient des mails un peu comme des bouteilles à la mer. C'est-à-dire qu'ils envoient 200 mails. Et puis, celui qui prend la bouteille, qui répondra, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important sur cette génération-là. Et puis, collaborer, absolument, avec des personnes différentes. Ça, c'est vraiment majeur. Surtout, ne pas rester dans son coin. D'accord. Voilà, même au stade de l'écriture. Même au stade de l'écriture. Ne pas rester dans son coin, jamais. Voilà, ça, c'est majeur. Voilà. Est-ce que peut-être tu aimerais dire quelque chose en plus? Est-ce que tu as une conclusion ou quelque chose que tu aimerais dire un sujet dont tu voudrais aborder avant de finir cette interview? Non, moi je voulais plus parler de vous parce que justement il faut que ça aille un peu dans cet état d'esprit. Non, je trouve que c'est bien ce que vous faites, le 7K, c'est bien et il faut continuer. On en a parlé un petit peu hors plateau, comme je disais, parce qu'on l'a dit hors plateau. Parce que tu me disais qu'il y avait des personnes qui étaient amateurs, qui avaient un métier à côté. Alors ça, je le dirais toujours, c'est que ce qui compte, c'est vraiment la passion. Il faut avoir cette passion et pour moi, c'est vraiment le plus important. Je disais, quand j'ai fait mon école de cinéma à Lyon, qui s'appelait l'Arfis, il y a 25 ans, qui existe toujours d'ailleurs, moi, j'étais totalement passionnée de cinéma déjà. Et j'étais étonnée de voir que certains étaient là, mais n'étaient pas tant que ça passionnés. Et en fait, ils n'ont pas continué. Des fois, je les revois et je me rends bien compte que ceux qui continuent, c'est quand même ceux qui ont cette passion. Un jour, ils finissent par s'insérer dans le cinéma, on les revoit et c'est logique. Et en fait, il faut avoir confiance aussi dans la société française, elle est quand même assez juste. On s'en rend compte. Quand on lit les scénarios du CNC, qui ont eu des subventions, ils sont quand même très très bons et méritoires. Donc voilà, ayez cette passion, continuez, faites-le sérieusement et en vous intéressant aux autres. Et puis non, je préférais terminer sur vous, parce que c'est mieux. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour le temps, pour toutes ces belles réponses qu'on a eues, à la fois l'éclaircissement sur le métier de la production. On a appris, je pense, beaucoup de choses et puis surtout de ne pas réaliser et produire son propre film, c'est pas la bonne. Je pense qu'on peut conclure aussi que les sociétés de production ne sont pas aussi inaccessibles qu'on pourrait les imaginer quand on est amateur. Ça nous paraît un truc énorme, un peu intouchable. Mais qu'en fait, au final, il faut qu'on prenne plus le devant et qu'on ose se renseigner sur les sociétés de production et oser les contacter. Mais j'irais même plus loin, c'est qu'ils sont en demande. En plus, Bon. Ils sont ils sont en demande parce qu'il y a tous les parcours classiques de la FEMIS, etc., qu'ils ont déjà, qui travaillent. Et ils sont en demande de regards neufs, en fait. De regards qui vont avoir une certaine fraîcheur. Non, ils sont en demande. Non, il faut y aller, là. Faut vraiment y aller. Si vous êtes ouvert, non, il n'y a pas de problème. Et ben avec le 7K, on va travailler nos notes d'attention. Ouais, c'est ça. À nos stylos et papiers, et puis à nos cerveaux surtout. Surtout. Voilà. En tout cas, merci, merci encore. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à distance pour ce rendez-vous du 7K. Et puis, on espère d'ici l'année prochaine en réaliser d'autres avec d'autres professionnels de d'autres secteurs. N'hésitez pas aussi d'ailleurs à nous mettre en commentaire les métiers qui pourraient vous intéresser et sur lesquels on pourrait du coup inviter une personne sur le plateau pour éclaircir tout ça. Et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Merci.